Bonjour, dans cette capsule pour la semaine prochaine du cours donc sur les modèles statistiques, en particulier les modèles économétriques, on va voir des modèles de régression linéaire, aussi le plan. Cette capsule, on va commencer par les deux premiers sujets qui font le pont, en fait, on va le dire, entre les tests statistiques qu'on a vus cette semaine et donc ces modèles, en particulier des modèles multivariés, on pourra mettre en relation plusieurs variables qui ont été mesurées ensemble pour des usagers, des déplacements, différentes unités d'analyse. Donc on va parler d'analyse de variance et de corrélation. Dans les objectifs d'apprentissage, ça vient un petit peu dans des concepts plutôt sous-jacents à ce qu'on verra par la suite. On verra en particulier aussi comment connecter les modèles, le test statistique qu'on fait dans l'analyse de variance avec des modèles de régression linéaire. Alors, donc parlons tout d'abord d'analyse de variance. L'analyse de variance, on peut la voir en fait comme la généralisation du test sur les moyennes de deux échantillons. La question qu'on se pose en fait, c'est si on a donc plus de deux échantillons, on en a 3 ou plus, donc ici on va les identifier par la lettre grand K, pour K échantillons de données, donc dans ce cas-ci K supérieur ou égal à 3, K strictement supérieur à 2, comment est-ce qu'on peut tester l'égalité des moyennes de chaque groupe? Donc l'hypothèse nulle sur laquelle on veut prendre une décision, c'est que toutes les moyennes, les mu1, les vraies moyennes pour chaque groupe, sont égales. L'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative de ça, c'est de dire qu'il y en a au moins une. Il existe une paire de i et de j dans nos k moyennes, telles que ces moyennes sont différentes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? En général, en cours, je vous aurais posé la question. Vous auriez pu répondre, c'est facile, on n'a qu'à décomposer le problème en comparer les moyennes 2 à 2 et utiliser les tests que l'on a déjà vus, le test approximation normale ou le test de student. Le problème de ça, c'est que le lien entre les risques, le risque donc de se tromper en rejetant l'hypothèse nulle, cette hypothèse nulle H0 ici, et les risques, donc le même risque, le même risque de première espèce pour chaque comparaison 2 à 2, il est complexe. Il existe une borne, une façon de relier tout de même les deux, mais qui est assez conservatrice, plus exigeante, qui provient de l'inégalité qu'on appelle de Bonferroni. C'est un résultat mathématique, un théorème, et qui, appliqué à notre cas, dit que le risque de première espèce pour H0 est inférieur à la somme des risques de première espèce des comparaisons 2 à 2. Donc sachant que pour K moyenne, on a K fois K-1 sur 2, comparaison 2 à 2, eh bien il faut faire ces comparaisons-là, il faudrait pouvoir les rejeter toutes avec un risque de première espèce inférieur à alpha sur n, pour être capable de rejeter l'hypothèse nulle, notre hypothèse nulle là sur les K moyennes, avec un risque alpha. On voit que ça veut dire qu'il faudrait rejeter chacune des comparaisons avec un risque beaucoup plus faible pour être capable de rejeter H0 si on se limite à ça. L'avantage de cette approche par contre, c'est qu'on sait laquelle des moyennes sont différentes en fait, toutes, là si on est capable si on les rejette, si on rejette toutes les comparaisons. On voit aussi qu'en pratique, évidemment, probablement qu'on voudrait le programmer là, si k est un peu grand, et que si k est peut-être plus grand que 3, eh bien on voit on commence à avoir un nombre de comparaisons qui est assez large. Alors il y a une autre façon de faire, c'est ce qu'on va voir justement dans cette méthode, ce qu'on appelle la méthode d'analyse de variance. On utilise l'acronyme anglais ANOVA, Analysis of Variance. Et là on va regarder, c'est là un seul facteur, donc les groupes sont déterminés par d'une seule façon. Ce qu'on va pouvoir voir dans la suite, ce qu'on pourra réfléchir, c'est comme ça qu'on va le connecter au modèle de régression linéaire, c'est que la façon dont on découpe, donc on imagine on fait des mesures, ici qui sont notées x, i, k, l'élément i, et on a grand K échantillons, ils sont indexés par le petit k. Donc x, i, k, c'est l'élément i de l'échantillon k. Je vous montrerai l'exemple par la suite. On peut y penser en fait à une façon quand on a un tableau, un certain nombre d'observations, des observations qui peuvent être faites sur une variable numérique, c'est elle dont on compare les moyennes, et on a au moins une autre variable qui est une variable catégorielle, et cette variable catégorielle prend plusieurs valeurs. Donc si on regarde ensuite les sous-ensembles de cette variable catégorielle, par exemple les modes de transport, on pourrait comparer des attributs des sous-groupes de notre population, des attributs numériques de nos sous-groupes de population, tels que segmentés, découpés pour les différentes valeurs par exemple, des modes de transport qui sont possibles.
Donc les x, y, k, les k étant donc déterminés par ces différentes valeurs de sa variable aléatoire. Par exemple, ici, si on parlait de déplacement et de mode de transport, eh bien les k pourraient être auto perso, vélo, marche, etc., transport en commun, etc. Ça nous ferait autant de groupes que l'on aurait considéré. On pourrait regarder par exemple l'âge des participants, leurs revenus, etc., d'autres variables numériques. Ok. Donc, revenons à la façon de le poser ici. X, Y, élément Y, l'échantillon K. Donc pour l'intérieur de chaque échantillon, on a nk éléments et on pourrait calculer la moyenne pour chacun de ces groupes. Et on peut aussi définir la moyenne globale de l'ensemble de données de tous les x, quel que soit leur échantillon. Et dans ce cas-là, on peut définir grand N comme étant le nombre total d'échantillons. Alors, c'est un test paramétrique. On n'a pas encore parlé trop pour l'instant de ce concept-là, mais c'est important de l'aborder. Les tests qu'on a déjà vus pour l'instant sont généralement des tests paramétriques, même s'ils sont assez robustes. Un test paramétrique, ça veut dire qu'il y a certaines hypothèses que notre distribution doit vérifier avant de pouvoir l'appliquer. Donc ici, il faudrait que les distributions soient normales. Okay, sous l'hypothèse 1, il faudrait que les échantillons de chaque groupe suivent la loi normale. Il y a un mot assez compliqué qui est l'homocédasticité. On voudrait qu'on ait des variances comparables, similaires, qu'elles soient homogènes entre chaque groupe. On ne veut pas qu'il y ait beaucoup plus de variance d'un groupe à l'autre. Là, les cas, selon les cas, les grands cas, sous-groupes possibles. Et on voudrait qu'il y ait indépendance des échantillons. C'est peut-être le plus facile à faire. On suppose que chaque échantillon analysé est indépendant des autres échantillons, mais c'est une hypothèse qu'on va faire par la suite aussi pour les autres modèles qu'on étudiera. Si les échantillons, ceci dit, ont des tailles similaires, le test est robuste par rapport à des violations de ces conditions. Mais encore une fois, donc a priori c'est un test paramétrique, il faut vérifier ces conditions, on va vérifier qu'ils ne sont pas trop loin, on n'est pas trop loin de ces conditions. Comment est-ce qu'on teste la normalité de la distribution? Bien, c'est un test, une des façons de faire, c'est un test d'adéquation. Il faut comparer la distribution de chaque échantillon à la distribution normale, et ça, c'est ce qu'on vient de voir, qu'on pourrait faire par exemple par le test du Ki2. Alors, il y a une équation qui est liée à l'analyse qu'on en fait, qui s'appelle la décomposition de la variance. C'est quelque chose que vous pourriez écrire là mathématiquement, là, qui s'écrit bien. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ce qu'on appelle la somme des carrés totaux, c'est la somme des différences au carré entre chaque échantillon et la moyenne globale. Quand on fait cette somme de toutes ces carrés, et bien ça se décompose en d'une part ce qu'on appelle la somme des carrés expliqués. Ça prendra peut-être plus de sens, on le verra dans les modèles de régression linéaire, où ce sera en fait similaire. La somme des carrés expliqués, c'est de dire dans quelle mesure la moyenne de chacun des groupes est une bonne explication, de faire résume, est proche de tous les éléments dans ce groupe-là. Okay. Et ce qu'il en reste ensuite, c'est ce qu'on appelle la somme des carrés résiduels. Eh bien, c'est justement ça si les moyennes sont une bonne explication de chaque groupe, ça devrait être petit. La distance entre chaque xik et xk bar, la moyenne de chaque groupe, serait petite. Okay. Donc la première est la variance aussi interclasse, c'est les erreurs entre les classes, entre la moyenne globale et la moyenne de chaque groupe. La deuxième, c'est la différence entre la moyenne dans le groupe et tous les éléments de ce groupe. Alors voici, et ces éléments-là, cette équation qu'on vient de voir, se résume dans ce qu'on appelle un tableau d'analyse de variance qui sera généralement qui peut être produit par les logiciels que vous allez utiliser pour faire cette analyse. On le fait rarement à la main, bien qu'on puisse évidemment le faire. Donc vous voyez que vous avez les différentes sommes des carrés. On voit que la SCT, la somme des carrés totale, se décompose en somme des carrés résiduels, somme des carrés expliqués. On a des degrés de liberté. Là, pour la somme des carrés expliqués, on a K moyenne. Et comme elles sont reliées par la moyenne globale, ça fait K-1 degré de liberté. Pour la somme de carrés résiduelle, on a grand N observations, on a K moyenne qui sont calculées, donc ça fait N-K. Si vous sommez les deux, vous obtenez les degrés de liberté totaux. Ça va nous servir pour la statistique du test. On peut calculer ensuite des carrés moyens, donc qui sont les moyennes des carrés expliqués, c'est la somme des carrés expliqués divisée par K-1, la moyenne des carrés résiduels, c'est la somme des carrés résiduels divisée par N-K, à chaque fois le degré de liberté. Et on arrive finalement à la statistique du test, que l'on nomme généralement grand F, qui est la division, qui est la moyenne des carrés expliqués divisée par la moyenne des carrés résiduels. Sous l'hypothèse nulle, donc si nos moyennes sont égales, eh bien grand F va suivre une loi qu'on appelle une loi de Fisher. Cette loi a deux paramètres, c'est les degrés de liberté expliqués et résiduels, K-1 et N-K. Le test est unidirectionnel, vous pourrez aller voir sur le site Moodle, on a des tableaux qui tabulent pour certains de ces paramètres-là
les valeurs seuil pour différents risques liés à cette loi de Fisher. Intuitivement, sous l'hypothèse nulle, qu'est-ce qui va se passer? Si on revient à notre équation ici, sous l'hypothèse nulle, toutes les moyennes sont les mêmes. Si toutes les moyennes sont les mêmes ou très proches, y compris donc les valeurs empiriques qu'on a calculées sur nos échantillons, elles sont aussi très similaires à la moyenne pour tous les échantillons. Donc on s'attendrait à ce que le premier terme, la somme des carrés expliqués, soit très petit et que l'essentiel des valeurs soit dans les sommes des carrés résiduels. Si on revient à notre statistique du test, ça veut dire qu'on va avoir le MCE va être petit et MCR va être grand. On va donc avoir une statistique qui est petite. Donc encore une fois, un petit peu la même intuition. Pour que mon hypothèse nulle soit vérifiée, ma statistique de mon test doit être petite. Plus cette statistique est grande, plus ça veut dire j'ai des écarts entre mes moyennes, et au-delà d'une certaine valeur seuil qui correspond au risque que l'on est prêt à accepter, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle et on se conclura. Il existe donc au moins une des moyennes qui est différente des autres. Alors je vais vous montrer aussi comment le faire, là, si vous voulez le faire dans en fait, il y a un exercice à faire cette semaine, donc je vais vous montrer deux façons de le faire. Une qui n'est pas listée ici, en fait, dans les exemples d'après. Vous avez des liens ici qui sont donnés dans les diapos. Je vais vous montrer Excel et Python. Je vais vous montrer très rapidement Python. Je l'ai ouvert ici c'est en lien dans les diapos et dans les notes. Vous allez au notebook 7 sur les modèles statistiques, et la première section, c'est sur l'analyse de variance. On va simplement importer de la bibliothèque SciPy le module stats, et dans le module stats, il y a le test F one way, qui est donc pour le calcul de la statistique F pour une analyse de variance ANOVA à un seul facteur. One way, c'est pour le un facteur. Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle simplement pour la liste de nos valeurs, ok, de chacune de nos échantillons. Là, on en a deux, donc c'est un peu particulier en fait. Lorsque c'est k égale à 2, on retombe sur le test de student. Et ça, on imprime la statistique du test, le F ici, et la valeur P, là, qu'on va retrouver aussi par la suite, qui est le risque de première espèce, le risque de se tromper en rejetant l'hypothèse nulle. On voit qu'ici, avec 24, étant donné, donc on a 1, 2, 3 comparé à 5, 6, 7, les moyennes de chacun de ces groupes sont 2 et 6, on s'attend à ce que ce soit pas la même chose. C'est un exemple jouet extrêmement simple. On aurait une probabilité, un risque de première espèce de 0,008, moins de 1%. On pourrait de façon assez sécuritaire rejeter l'hypothèse nulle. Les moyennes ne sont pas les mêmes. Le deuxième, c'est un test que je vais faire aussi avec des valeurs similaires à ce qu'on a dans le fichier Excel qu'on va vous montrer tout de suite. C'est un échantillon joué aussi là avec des valeurs qui sont tirées, qui sont un petit peu différentes. Je pense tirées avec une distribution normale et qui a des moyennes légèrement différentes. La statistique du test dans ce cas est de 4,29, mais le risque est encore relativement petit. Dans ce cas-ci, avec ces échantillons spécifiques, le risque de première espèce de 0,024, c'est plus petit que 0,05, qui est le risque typique qu'on accepte, donc c'est encore plus petit. On pourrait aussi rejeter l'hypothèse nulle. Là aussi, les moyennes sont différentes entre les échantillons. On ne sait pas forcément laquelle est différente d'une autre. On dit qu'il y en a au moins deux qui sont différentes. Donc si je passe dans Excel, donc c'est le même exemple, c'est le fichier que vous pouvez télécharger, là aussi qui est en lien. Vous pouvez aller voir directement dans le répertoire de données du GitHub du cours. Alors l'idée, encore une fois, c'est un jeu jouet, mais on pourrait imaginer que ce sont des mesures de retard qui sont faites à des feux de circulation. Les plans de feu sont notés par des lettres A, B, C, et on a 10 observations pour chacun de ces plans de feu. Pour le faire, il va falloir aller chercher l'ajout Data Analysis. Si vous ne l'avez pas dans votre Excel chez vous, vous devez aller dans les options d'Excel. Et là, mon logiciel est un petit peu lent, mais vous allez ensuite... J'aurais dû le vérifier avant, c'est pas dans Avancé, c'est dans Add-ins, dans les ajouts, ou les fonctionnalités additionnelles. Et là, c'est quelque chose que vous allez, si vous ne le savez pas lister déjà ici, ça c'est le Analysis Tool Pack, l'outil d'analyse de données. Vous allez suivre sinon dans l'onglet Manage, où vous pouvez les gérer. Et ça va, si c'est pas déjà ajouté, ça va être présent ici. Et vous cliquez ensuite pour l'ajouter, Go, là, je ne sais pas quelle est la traduction française. Et ça apparaîtra ensuite dans l'onglet Données d'Excel. Alors ça ne fonctionne pas directement comme ça, là. Les données typiquement si elles ont été collectées sur deux variables, une variable catégorie, une variable numérique, seraient présentes de cette façon-là, mais il va falloir les reformater pour avoir chacune des listes. Donc on va écrire A, B, C, et on va ensuite recopier. Je suis sûr qu'il y aura une autre façon de le faire
de transformer automatiquement ces données-là. Vous noterez aussi que mes valeurs changent parce qu'en fait c'est des tirages, une variable aléatoire, donc ça change un petit peu à chaque fois. C'est pas très important pour stresser, on aurait pu les figer à un moment, juste copier les valeurs. Ça revient à la même chose pour ce que je veux vous montrer. On va donc dans l'onglet Data Analysis. Là, on va chercher l'ANOVA à un facteur. Et là, on a un autre petit menu qui va nous permettre de déterminer le input range. On le sélectionne ici. C'est groupé en colonnes. Vous auriez pu faire la même chose, mais en ligne, en nommant avec les titres qui seraient pour chacune des lignes, dans ce cas-là, en la première colonne. On lui donne déjà le risque, le maximum de première espèce qu'on est prêt à accepter. Et on peut lui dire de le mettre dans un nouvel onglet, une nouvelle feuille d'un autre chiffrier. On clique sur OK, et si tout a bien marché, on a bien un résultat. Vous voyez que vous avez le tableau d'analyse de variance ici. Donc il vous donne les sommes des carrés résiduels de chacun des groupes, la moyenne dans ce groupe-là, le nombre d'observations et la variance dans chaque groupe. On voit qu'elles sont assez similaires, donc notre test serait probablement de cette condition-là au moins serait rencontré. Et vous voyez, en fait, le tableau d'analyse de variance, c'est le deuxième, pardon. Ici, vous voyez les sommes des carrés, les carrés résiduels, c'est à l'intérieur des groupes, within group, et puis entre les groupes, c'est la somme des carrés expliquée. Encore une fois, les valeurs ne sont pas exactement les mêmes que ce que j'avais dans l'exemple sous Python. C'est comme vu que c'est tiré par des distributions. On voit que dans ce cas-ci, la statistique du test est de 16,84, qui correspond à une valeur P de 1,79. On peut donc rejeter 1,79 10 puissance moins 5, donc on peut donc rejeter l'hypothèse nulle. Les moyennes sont bien différentes. C'est ce que vous voyez assez clairement là dans les valeurs qui étaient calculées. Il nous donne aussi le F critique, là, correspondant à 0,05 pour une loi de Fisher avec les paramètres 2 et 27 ici, qui sont les degrés de liberté. La valeur seuil était de 3,35. Si on est au-delà de 3,35 dans le résultat de la statistique du test, on peut rejeter l'hypothèse nulle avec un risque de première espèce inférieur à 0,05. Voilà, donc je vous encourage à utiliser une méthode ou l'autre. Vous voyez qu'en Python, c'est aussi extrêmement simple. Une fois que vous saurez charger un fichier et transformer chacune des listes que vous voulez tester selon chacun des groupes, selon chacune, généralement la variable catégorielle qui définit ces groupes, le test est très rapide aussi à effectuer. Donc, je vous ai dit qu'on a, on peut juste mentionner aussi, là, on pourra revenir en cours. On a aussi des tests non paramétriques qui font des choses assez similaires à ce qu'on vient de voir. Là, vous avez le test U de Mann-Whitney, qui est équivalent, entre guillemets, au test de Student, mais qui est plutôt sur les médianes. Et la généralisation, qui est l'équivalent à l'ANOVA, qui est le test de Kruskal-Wallis, qui est un test sur grand K échantillon. J'aurais dû écrire grand K plutôt que petit K. C'est ça, donc vous pouvez les trouver dans des bibliothèques statistiques comme les SciPy en Python par exemple. Par contre, ce n'est pas disponible dans Excel. On va aussi parler de corrélation, et je vais très rapidement introduire le concept. Je pense que le concept, en fait, est un concept assez populaire, au sens, on parle, c'est une idée, ou un concept dont on parle dans le langage courant. Donc ça sert quand on a des variables aléatoires continues. La question, donc x et y, vous pouvez les voir comme deux colonnes dans un tableau de données qui seraient collectées, deux attributs pour chacune des observations que l'on fait. La question qu'on se pose, c'est de savoir s'ils sont liés, c'est-à-dire si quand l'une varie, est-ce que l'autre varie? Et si oui, comment mesurer cette liaison? Alors, en cours, je voudrais te poser la question. Eh bien, la façon de le faire, c'est avec le coefficient de corrélation. Alors, on dit le coefficient ici, mais on va voir qu'on va vous en présenter au moins deux. Une autre façon de le faire, ce serait d'être capable de construire une fonction qui permet de déterminer y à partir de x. On voit qu'on va un vocabulaire qu'on va introduire par la suite. Y est généralement une variable dépendante, celle qu'on veut expliquer à partir de y. Mais à partir de x, c'est une variable indépendante. Je ne m'appesantis pas trop là-dessus, on va en parler plus dans les modèles linéaires. Quand on calcule la corrélation, il n'y a pas forcément de sens. Là, x et y sont interchangeables. On regarde juste si x et y sont corrélés, ont une certaine, on va parler aussi d'association entre les variables. Ça serait un exemple de régression linéaire. Si on parle, ça serait probablement à l'échelle de quartier. On regarde les nombres moyens de véhicules par ménage, le nombre de déplacements par ménage, et on a fait donc le nuage de points. Encore une fois, vous voyez la visualisation qui est importante à utiliser pour voir s'il semble y avoir une relation entre les deux variables. Si quand l'une change, l'autre a l'air de changer. On voit une tendance qui est représentée visuellement par des droites qui passent dans le nuage de points. On voit que globalement, lorsque le nombre de véhicules par ménage augmente, le nombre de déplacements par ménage a tendance à augmenter. Mais la question, c'est, encore une fois, comment est-ce qu'on va le mesurer? Ou une autre question de le dire,
Une des façons de poser la question serait quelle est la bonne droite qui passe dans de ce nombre de points, qui a l'air de relier un petit peu l'équation qu'on pourrait écrire, là, le y égale à x plus b, qui serait le meilleur résultat. Une des façons de faire, c'est de regarder donc une relation et faire l'hypothèse que cette relation serait linéaire. Et c'est important de se rappeler. Donc la personne, le statisticien qui a proposé, donc le coefficient porte son nom, c'est le coefficient de corrélation linéaire de Pearson. Donc ce coefficient entre x et y, entre deux variables, si elles ont les espérances, on va dire, donc ça serait de façon empirique les moyennes mu x, mu y, des écarts types sigma x, sigma y, eh bien c'est le rapport de la covariance de ces deux variables sur le produit de ces écarts types. La covariance, c'est l'espérance des variables centrées, x moins mu x, y moins mu x, de leur produit. Sur un échantillon empirique, eh bien, ça s'écrit de la façon, donc pour les n valeurs de chaque, qu'on a des observations, on a des xi, yi pour chacune, donc pensez-y comme les lignes, vos observations, là, différentes personnes, différents déplacements, des véhicules, ce que vous voulez, des zones géographiques, pour chacun, donc qui sont désignés, dénotés par ces i. Et donc pour chacun de ces i, on a une valeur pour la variable x, une valeur pour la variable y. Le calcul se fait donc comme c'est écrit ici, vous avez deux façons de regrouper les valeurs, mais ça donne évidemment le même résultat, et on met le petit chapeau pour R, parce que c'est une estimation de la vraie valeur ici. Si on avait d'observations, on va dire comme si c'était des observations infinies, que nos deux variables suivent des lois théoriques pour lesquelles on pourrait calculer ce coefficient. Donc la covariance, ça mesure la force du lien linéaire qui unit les deux variables, si c'est positif ou respectivement négatif. Lorsque x est plus grand que son espérance, y a tendance à être plus grand, respectivement plus petit si c'est le coefficient est négatif que sa propre espérance. Le coefficient de corrélation linéaire, il est le même signe que la covariance, mais donc on le divise par les écarts types, on l'a vu dans l'équation, et donc ça permet de normaliser un petit peu les choses. Si x et y sont indépendantes, il va être nul. Cependant, la réciproque est fausse, et je vais vous montrer dans les exemples graphiques dans la diapo juste après. Il mesure donc l'intensité de la liaison linéaire, c'est important de le dire linéaire, on pourrait avoir d'autres relations qui vont pouvoir mener à des corrélations très faibles ou nulles, mais qui sont quand même des relations, on pourra écrire une équation entre les deux variables, donc c'est important, ou en tout cas écrire des règles qui permettent de relier l'une à l'autre, de déduire une variable de l'autre. Encore une fois, on va voir l'exemple. Donc c'est pour ça que la réciproque est fausse. Donc l'intérêt du coefficient par rapport à la covariance, le coefficient de corrélation linéaire, c'est qu'il est normalisé, il est strictement entre moins 1 et 1. Si c'est ces valeurs extrêmes, plus 1 ou moins 1, et ben ça veut dire que la relation entre les deux est parfaitement linéaire, que ce soit avec un coefficient, si vous écrivez y égale x plus b, a positif ou négatif, va être lié donc au R chapeau. Vous pouvez réappliquer ces formules si vous faites l'hypothèse que donc vous avez une relation linéaire, y égale x plus b, vous verrez le résultat que vous obtenez. Cette valeur, la valeur de R chapeau, elle n'a pas de signification intrinsèque. Par contre, son carré, qu'on va souvent aussi présenter, s'appelle le coefficient de détermination. Il s'interprète comme la proportion de la variance de y, qui est linéairement expliquée par x. On pourrait l'expliquer à l'envers là. Encore une fois, c'est symétrique. X et y ne jouent pas de rôle particulier. Je dis, on a la représentation graphique. En général, quand on parle de corrélation, on a plutôt en tête les différentes valeurs, on a plutôt en tête la ligne du dessus. 1 ou moins 1, c'est des relations, c'est sur une droite de pente positive ou négative. Et entre les deux, eh bien, on a des nuages de points là qui sont plus ou moins brouillés. Et à 0, bah, on se dit, ok, ça serait là, par exemple, des distributions qui suivent des distributions indépendantes normales sur l'axe des x et des y. Et s'il n'y a pas de direction particulière, c'est essentiellement du bruit, il n'y a pas de relation entre les deux. On voit qu'aussi que les corrélations parfaites de 1 ou de moins 1 peuvent se faire pour absolument, ça n'a rien à voir avec la pente de relation entre les deux. Okay, c'est simplement une relation linéaire et c'est le signe de la pente. Le dernier rangée, la dernière ligne est très intéressante, je pense. Elle doit vous mener un petit peu à penser, c'est que tous ces points, donc on met les points en x et en y pour chacun des points, c'est sa position dans, là on n'a pas les axes là, eh bien ces ensembles de points en dessous ont tous une corrélation nulle ou quasi nulle. Pourtant, est-ce que l'on dirait qu'il n'y a qu'il n'y a pas de relation, qu'il n'y a pas une certaine forme, les données en x et en y varient dans une certaine façon entre les deux? Peut-être pas pour les carrés, mais des choses qui ressemblent un petit peu à des vagues, à des sinusoïdes ou une parabole avec une certaine variabilité en y. Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a probablement quelque chose qui relie, si on faisait ces observations-là, on se dirait, je peux pas dire que c'est pas corrélé.
Ce n'est pas linéairement corrélé, mais il y a probablement quelque chose qui fait que lorsque x change, eh bien y change d'une façon particulière, pas complètement aléatoire. Pour d'autres façons de mesurer la corrélation, il y a d'autres coefficients. Un deuxième qu'il est bon de noter, c'est celui qu'on appelle le coefficient de corrélation de Spearman. Alors, on va le dire juste après, mais l'important, c'est qu'il est non paramétrique. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'hypothèse sur cette relation. Il en fait comme, on va voir par la suite quelle est la forme de relation qu'il essaye d'identifier. Mais en tout cas, il n'a pas besoin d'être linéaire. Donc toujours le même nombre d'observations n, de x, y, de deux variables x et y. On le calcule de la façon suivante. C'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on fera un exemple. Vous pouvez y réfléchir en vous prenant un exemple très simple là, de valeur. C'est simple, c'est un calcul qui se fait sur les différences entre les rangs des valeurs x, y, de x et y. C'est-à-dire qu'on classe les observations i selon chacune des variables et on regarde lorsque l'observation 1 est la première pour les R, donc c'est un rang. Là, par exemple, l'observation 1 est la première pour la variable x. Quel est son classement si on classe dans l'ordre les variables y? Okay, donc on fait la différence entre les deux. On voit que si les variables, une observation, si sa valeur pour x est la première et pour y est la première, la différence entre les rangs va être nulle. Et donc si ça c'est pour toutes les observations, vous voyez que on peut ordonner les variables, que l'on les ordonne selon x, selon y, on aura le même ordre dans les observations, dans les lignes i. Et on voit bien que ça se traduit une certaine relation. Et en fait, cette relation, ça veut dire que ça mesure à quel point la relation peut être décrite par une fonction monotone, sans que la relation soit encore une fois nécessairement linéaire. Voilà, donc en fait, c'est ça mesure une relation entre les rangs, CRI et X et RI, Y. En pratique, on ne va pas les calculer, il y a aussi des petites subtilités pour la façon de traiter lorsqu'on a des valeurs qui sont classées selon le même rang, qui dépendent dans certains cas de la façon donc, de calculer ce coefficient. L'autre chose effectivement à laquelle je pensais, c'est que vous voyez qu'on pourrait calculer des corrélations avec ce coefficient pour des variables qui sont seulement ordonnées. On a par exemple que ce soit des variables numériques. Donc vous voyez ici un exemple graphique qui permet de voir un petit peu l'intérêt de regarder ce coefficient-là. Pour ces points en x et en y, là encore on dirait qu'il y a clairement une relation. C'est clairement pas exactement linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire de Pearson vaut seulement 0,88. On pourrait dire que c'est déjà très élevé, mais encore une fois, ça ne représente pas bien la relation entre les deux variables. Ici, puisque pour chaque observation, on voit bien que en x et en y, la plus petite est la même observation est la plus petite en x et en y, la deuxième plus petite est la même deuxième plus petite en x et en y, etc. Et ça se traduit par un coefficient de Spearman de 1. On peut bien écrire une relation, on voit bien que c'est quelque chose comme une fonction logistique, là, qu'on verra par la suite, qui relie x et y. Là aussi, on a des exemples dans les différents logiciels, pas forcément de Spearman. En Python, on peut calculer évidemment un petit peu tout ce que l'on veut. Vous avez des exemples ici. Vous pouvez charger les fichiers. Je vous encourage à utiliser. Vous avez un nouveau tutoriel qui est disponible aussi sur le site pour utiliser la bibliothèque Pandas pour charger les fichiers de données. Là, on a chargé un fichier qu'on utilisera beaucoup par la suite, ça s'appelle un fichier de différents types d'auto, là, qu'on a déjà regardé. Et c'est aussi simple que de calculer data.core. Par défaut, c'est le coefficient de Pearson qui est calculé. Et ici, d'afficher le tableau, mais aussi de l'afficher graphiquement. Je vous encourage aussi à fixer toujours, quand vous mettez des couleurs, de le fixer à -1 + 1, parce que par défaut, un logiciel, il va en général mettre les couleurs entre la valeur minimale et maximale, mais c'est pas sûr que vous ayez des +1 et des -1 dans vos corrélations. Alors, et chaque case indique la corrélation entre la variable, la IM et la JM variable, I sur les lignes, J sur les colonnes. Ok, donc on peut voir clairement, évidemment, sur la diagonale, chaque variable est corrélée à 1 avec elle-même, c'est une évidence. C'est aussi une matrice qui est symétrique. Une fois, je vous ai dit que c'était la corrélation de x et y, ça me semble la même valeur que la corrélation de y avec x. Donc vous retrouvez les mêmes valeurs dans les cases i, j et ji. Et on voit bien graphiquement là qu'on peut interpréter les choses. Pour Spearman, il suffit de préciser qu'un paramètre qu'on veut Spearman, c'est le premier paramètre de la fonction core, qui est de dire Spearman par défaut. On ne l'a pas spécifié pour Pearson parce que c'est de la valeur par défaut. Et on a d'autres valeurs. Alors si on regarde la différence entre ces deux matrices, on voit les endroits où la différence entre les deux est grande. Elle n'est pas si grande que ça, là, maximum 0.04, 0.05 entre les deux, mais il y a quand même certaines différences. On va finir avec Excel. J'ai un autre petit exemple qui date
qui est un autre fichier là aussi, qui est sur des types de véhicules, qui sont des observations je pense qu'on utilisera par la suite. La contrainte, c'est que nos colonnes, donc les variables dont on va calculer la corrélation, soient évidemment toutes numériques et qu'elles soient contiguës dans notre fichier. Donc parfois, il faut réordonner le fichier, ce qui je trouve pas forcément très très pratique. Dans Pandas, là, quand on calcule les corrélations, il va tout automatiquement exclure les variables qu'il a identifiées comme nominales, catégorielles, et nous garder, calculer les corrélations linéaires ou de Spearman automatiquement qu'entre les variables numériques qui sont dans le tableau de données. Donc dans Excel, on va les sélectionner en fait on va dans le Data Analysis, on a un onglet corrélation, une analyse corrélation. Ici, on va choisir notre range, je l'avais déjà sélectionné, je pense avant, mais je vais le resélectionner. On va ici, on peut sélectionner juste les colonnes comme ça. Donc là, on a 5 colonnes qui correspondent à la longueur, des largeurs, des hauteurs et des poids de véhicules, de véhicules personnels. Et on va les mettre dans une nouvelle, encore une fois, une nouvelle feuille, d'un fichier Excel. Il nous fait le calcul et il nous montre les valeurs. Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont fortement corrélées. Par exemple, la largeur et le poids du véhicule sont fortement corrélés. De même que en fait, le poids est corrélé à peu près à toutes les grandeurs du véhicule, ce qui fait pas mal du sens. Et si vous vouliez avoir quelque chose de similaire à ce qu'on avait dans Python, là où on a de coloration, on pourrait faire de la corrélation conditionnelle des cases de ce fichier. Encore une fois, je vous encourage à forcer -1 et +1, de sorte qu'on voit qu'on ne comprenne pas les valeurs les plus élevées avec la légende comme étant les valeurs de corrélation les plus élevées en tant que telles. Voilà, eh bien, on se retrouve mardi prochain, et puis bon exercice de préparation.